Chez Lafon, autoportrait par Man Ray. Je crois qu'on n'a pas besoin de dire qui est Man Ray. Man Ray est américain, il était peintre et photographe, mais bien qu'américain, lorsqu'il débarqua à Paris en 1921 ou 1922, il fut tout de suite adopté par le groupe dadaïste. Le groupe dadaïste aux destinées duquel présidait à l'époque Tristan Tzara. Il a été adopté tout de suite par les dadaïstes comme il l'a été plus tard par le groupe surréaliste, et cela n'a rien d'étonnant car les recherches qu'il avait déjà faites en Amérique l'amenaient à avoir, avant d'être venu en France, ce qu'on appelait l'esprit dada. Qu'est-ce que c'était l'esprit dada, Man Ray? À l'époque, c'était pendant la Première Guerre une révolte contre la guerre. Et toutes les ennuis qui, ces jeunes écrivains, s'ouvraient comme toute la jeunesse à toutes les époques. Oui. Pas seulement contre la guerre, contre la société aussi. Contre... Oui, mais ça plus tard. Oui. Ça un peu plus tard, quand la guerre. L'origine, d'abord dans 16, en Suisse, je crois, officiellement. Et ça a duré jusqu'à 23. Mais vous-même, lorsque vous avez commencé à peindre, très vite, vous avez fait autre chose que de la peinture. Vous avez aussi travaillé sur des objets dans une... Oui, à New York, quand j'ai quitté les Beaux-Arts, c'était pour être libre. Je n'avais pas beaucoup de restrictions l'académique, n'est-ce pas, les professeurs et l'esprit de compétition qui existait même dans les écoles, comme ça existe dehors, n'est-ce pas? Pour moi, une œuvre d'art était une chose très personnelle, très individuelle, et surtout motivé par la liberté, d'être libre. J'étais très jeune, mais j'avais déjà formulé ces principes. Et les matériaux dont vous vous serviez pouvaient être aussi très libres. Ainsi, oui, vous avez fait un enfin, tableau. l'idée aussi qui continuait avec les dadaïstes était une sorte de rejeter la peinture, faire une sorte d'anti-peinture, dont on commençait à se servir de toutes sortes de matériaux, faire des collages avec des morceaux de bois, des journaux, et même les cubistes ont déjà fait, n'est-ce pas? Vous êtes servi d'un fer à repasser même un jour. Quand je suis arrivé à Paris pour mon première exposition, je ne sais pas, je passais un quincaillerie, j'ai vu un fer et tout de suite ça m'a donné l'idée de faire un objet dada. Je suis entré, j'ai acheté un paquet de sémences, de petits clous, oui. une tube de colle et j'ai collé ces sémences sur le fer. J'ai mis dans mon exposition qui ouvrait l'après-midi. Je l'appelais cadeau parce que j'avais l'intention de faire une sorte de loterie pour des arrivants et que quelqu'un le gagne. Malheureusement, il était volé au commencement. Quelqu'un qui voulait être sûr de l'avoir gagné, sans doute. Vous savez qui l'a volé? J'ai des soupçons, mais il a nié. Oui. Vous soupçonnez Philippe Soupeau? Exactement. Qui était un des premiers dadaïstes. Lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous avez été surpris par Paris ou vous attendiez à trouver les choses que vous avez trouvées? Pas exactement surpris parce que j'étais déjà plus ou moins préparé en Amérique. J'ai fréquenté quelques Français qui sont venus en Amérique, comme Marcel Duchamp, comme Francis Picabia, comme Edgar Varèse, compositeur, musicien, un des plus modernes déjà à cette époque, n'est-ce pas? Le premier jour, vous avez rencontré les membres du groupe Dada. Le premier jour, quand Duchamp, qui était déjà à Paris, en des visites à Paris, qui traversait l'Atlantique assez souvent, mais c'est lui qui m'a amené au Café Certa. Café Certa, sur les grands boulevards, qui n'existent plus d'ailleurs, où il y avait toute la groupe réunie, Philippe Soupeau, André Breton, Tristan Tzara, Dr. Frankel, il n'était pas encore docteur, Louis Aragon, et des auteurs, n'est-ce pas, Paul Éluard, surtout. Et le soir, vous êtes allé à Montmartre? Oui, alors on a dîné dans un petit restaurant hindou, place d'Hanovre, je crois, près de l'Opéra, qui... oui, avec ça, on a bu beaucoup de vin rouge aussi, qui n'était pas l'habitude dans ce restaurant. Après, nous sommes montés à Montmartre, sur le boulevard de Rochechouart, il avait la foire, n'est-ce pas? Alors on s'était amusé en tirant sur les bouteilles de champagne, en montant sur les swings, et les carrousels et tout ça. Comme des gosses, on s'était amusé très bien. Vous dites des dadaïstes qu'ils s'amusaient beaucoup et que pourtant ils se prenaient très au sérieux.
je vous dis que j'aime pas le mot sérieuse. C'est seulement les gens qui sont vraiment sérieux qui peuvent se permettre la folie, la fantaisie. Les gens qui ne sont pas très sûrs d'eux-mêmes sont toujours très sérieux, n'est-ce pas? Ils ont peur de perdre l'équilibre. Vous voudriez qu'on abolisse le mot sérieux, Exactement. qu'on le retire du vocabulaire. Oui, oui. Ça ne veut rien dire pour moi. Quand une fois, quand un professeur qui m'a dit après une conférence, mais Monsieur Man Ray, je voudrais vous entendre quand vous êtes sérieuse. Je dis, quand je m'adresse à une salle sérieuse, on me prend toujours sérieusement. Le hasard a quelquefois joué un rôle dans vos découvertes. Vous prétendez que ce n'est pas le hasard, ce sont les circonstances. Pas du tout. Oui, voilà encore un mot qu'il faut abolir. Hasard? L'hasard. Ça n'existe pas, l'hasard. Ce qu'on appelle hasard sont des lois dans la nature qu'on n'a pas encore résolues, qu'on ne connaît pas. Tout est le résultat de certaines forces, un mouvement. Par exemple, à un moment donné, après avoir abandonné la peinture pour la photographie, vous avez abandonné la photographie pour quelque chose de nouveau, une photographie sans appareil de photographie. Vous avez appelé ça les rayons. Non, je n'ai pas abandonné, et je n'ai pas abandonné la peinture, je n'ai jamais rien abandonné. C'est les autres qui m'ont abandonné quelquefois. Alors, pendant que je faisais la photographie, j'ai commencé à jouer avec des morceaux de papier sensibles. Dans le laboratoire, j'ai posé les objets, j'ai allumé la lampe blanche qu'on ne devrait pas faire dans un laboratoire. Oui, exprès, vous l'avez Exprès, allumé. Oui. avec ces objets posés sur le papier au film sensible. Après, j'ai développé ça, et j'avais une sorte d'image comme des rayons X, qui allait très bien avec mon nom. Quel objet était posé sur le papier? Tout ce que je trouvais à la portée de la main. Si je n'avais pas d'objet sur les tables, je prenais mon mouchoir, ma clé, n'est-ce pas, une canif, une chaîne, n'est-ce pas, et j'ai fait une petite composition sur le papier. Le matériau était aucune importance. Et vous saviez combien de temps il fallait allumer la lampe blanche? Ça c'est une question purement technique, n'est-ce pas? Ça suffit de connaître la rapidité, la sensibilité du film ou du papier. Quelques secondes ou même une seconde quelquefois. Je prenais d'habitude une émulsion plus lente pour ça m'a permis de jouer pendant la pause, enlever des objets pour obtenir des grisailles, que ce ne soit pas simplement noir et blanc. On va voir quelques rayographes. Vous avez baptisé ceux-là des rayographes, n'est-ce pas? Oui, j'appelais ça rayographe. C'est le premier, je crois, que vous avez fait, Oui, celui-là. oui, c'était un des premiers. Mais des rayographes, j'ai commencé, j'en ai fait une centaine dans les années 20. Ah, voici un autre. Vous ne vous souvenez pas des objets avec lesquels vous avez... Si, le premier était un verre. Et simplement. Celui-là? Le premier, je ne vois pas très clair, il faut que je mette mes lunettes. Mettez vos lunettes, oui. Et c'est un détail. Ah, ce sont des ombres. Ce sont des ombres portées sur le papier diagonalement avec une petite lampe. Ah. Un morceau de papier déchiré qui faisait des ombres. Oui. Quand je n'avais pas d'objet. Ça, c'était un spirale qui venait d'une pellicule. Je l'ai mis simplement debout. Une pellicule en spirale, comme ça. C'est ça. Oui. C'était de papier dans lequel la pellicule était enroulée. Vous voulez supprimer le mot hasard du vocabulaire, mais pourtant le hasard, quelquefois, joue un rôle. Lorsque vous avez, plus tard, vous êtes devenu un photographe un peu snob, disons. Enfin, c'est votre public qui était snob, je veux dire. Très chic aussi. Oui. Et très Et cher. alors, vous avez fait la photographie d'une femme du monde qui s'appelait la marquise Cassati. Oui, elle m'a demandé. On va la voir, cette photographie. Je vais la demander, puis après vous raconterez son histoire. Ah, voilà. Ah, oui. Alors, vous voyez qu'elle a 3 paires d'yeux. Ah oui, c'est parce que quand je suis venu dans son hôtel avec mon appareil et mes lampes, j'ai fait sauter tous les plombs dans l'hôtel immédiatement, comme ça arrive toujours. En France. En France, et même dans les autres pays aussi, oui. Enfin, il y a un peu plus de courant. Les lampes sont mieux adaptées pour ça. Et alors? Mais alors, je lui ai prévenu, bon, on va faire des photos sans lampe. Mais à cette époque, les films n'étaient pas si sensibles qu'aujourd'hui. Il fallait une pause de quelques secondes tout de même. Alors je lui ai dit, on va essayer de tenir aussi tranquille que possible. Mais elle a bougé comme si elle faisait du cinéma devant moi. Ouais. Alors j'ai fait quelques images, quelques plaques. J'ai travaillé toujours sur des plaques sur verre et j'ai porté un lourd fardeau pour faire mes photos. Mais quand je l'ai développé, je savais d'avance que ça serait raté. Elle m'a téléphoné, je dis, oh, tout est raté. On va commencer un autre jour, peut-être chez moi, où les lampes ne sautent pas. Ah non, il faudrait le voir. Alors je le montrais, j'ai tiré une des moins bougées, mais il avait 3 paires de yeux tout de même.
Elle était en extase. Elle s'est dit, mais vous avez photographié pas seulement mon visage, mais mon âme. Et elle m'a commandé des douzaines de photos, n'est-ce pas, qu'il a distribuées à tout le monde. Vous aimeriez avoir beaucoup de clients comme ça? Alors, je voudrais bien avoir des clients faciles comme ça. J'ai décidé même une fois de spécialiser sur des animaux et des enfants dont on ne les consulte pas. Ils ne peuvent pas faire la critique de leur portrait. Oui.